Alors de quoi allez-vous nous parler ce soir? Nous reviendrons sur les combats à l'est de la République démocratique du Congo et la colère des habitants de Goma contre la MONUSCO. Il sera question de l'affaire Borrell. Le témoin clé a été arrêté au Yémen. Et ne manquez pas notre reportage sur le racisme anti-noir au Maroc. Nous avons recueilli les témoignages de plusieurs migrants. On débute donc avec l'escalade militaire et politique dans l'est de la République démocratique du Congo. Un médecin cité par l'agence AP avance un bilan de plusieurs dizaines de morts depuis dimanche matin dans les combats entre la rébellion du M23 et l'armée congolaise appuyée par la brigade d'intervention rapide de l'ONU. Les affrontements se sont déroulés à une quinzaine de kilomètres de Goma, dans cette région riche en coltan, minerais qui entrent dans la fabrication des téléphones portables. Le tableau s'est compliqué ce week-end à Goma avec l'organisation de manifestations contre les casques bleus. Jugés passifs, les manifestants ont montré leur colère en portant le linceul d'une victime tuée par un obus à Goma vers une base de la MONUSCO. 2 casques bleus uruguayens auraient alors abattu 2 civils selon des témoins. L'ONU a ouvert une enquête, des images tournées par un de nos observateurs. Un juriste congolais habitant de Goma et membre de l'association Lutte pour le changement a témoigné du ressentiment grandissant contre la MONUSCO parmi la population. Il y avait tellement une marée humaine de gens qui manifestaient contre la MONUSCO et c'est une mission onusienne au Congo. Ça fait plus de 20 ans que nous subissons la même souffrance et chaque jour pareil. Vous ne pouvez pas imaginer un enfant qui est né et aujourd'hui il a 20 ans. Il connaît la même histoire, la même situation de guerre. Voilà ce qui nous énerve chaque jour ici chez nous. Est-ce que vous prévoyez encore de manifester après la mort de ces 2 manifestants ? Oui, bien sûr, nous allons manifester juste parce que nous avons compris que la voie des dialogues, la mission des Nations Unies ne la comprend pas. Nous allons faire, apparemment ils ne comprennent que la voie de la pression. Chaque fois qu'on fait des pressions, nous voyons qu'ils essaient de faire quand même quelque chose. Moi je pense que c'est la seule voie que nous allons commencer à emprunter pour leur dire qu'on en a assez, pour leur dire que c'est une guerre injuste qu'on nous impose. Ce conflit du Nord Kivu est extrêmement complexe avec une forte dimension régionale. Kigali et Kinshasa s'accusent mutuellement des violences. On l'a encore vu ces dernières heures à travers les déclarations des différents responsables politiques. Le récit d'Alexander Turnbull avec les images de nos confrères de l'AITV. La paisible campagne rwandaise a perdu de sa quiétude. Vendredi dernier, le district de Rubavu, frontalier avec la République démocratique du Congo, a été la cible de tirs de roquettes. Vers 13 h, j'étais en train de nourrir les vaches lorsque soudain, une bombe en provenance du Congo est tombée juste à côté de moi. Pas de blessés parmi les habitants, mais l'inquiétude grandit alors que le conflit a repris entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 de l'autre côté de la frontière. Pour Kigali, la cause est entendue, c'est la RDC qui est responsable des tirs. Nous demandons à la RDC d'arrêter ces actes insensés de provocation et de se consacrer à l'initiative de paix qui réunit les pays de la région et la section paix et sécurité des Nations Unies. À Kinshasa, l'ennemi est là aussi tout désigné. Le Rwanda et son président Paul Kagame sont accusés d'instrumentaliser la rébellion du M23. Toute la presse dénonce les bombardements de la semaine dernière qui ont fait plusieurs morts et des dizaines de blessés. 11 obus sont tombés en 2 temps dans différents quartiers de la ville de Goma. Une chose semble certaine, selon les premières indications fournies par nos experts. Le plus grand nombre de tirs à la roquette provenaient du territoire de la République du Rwanda. Quant aux pourparlers engagés en décembre dernier en Ouganda, ils sont au point mort depuis des semaines. Représentants des rebelles et du gouvernement s'accusent mutuellement d'avoir quitté la table des négociations. Au Congo-Brazzaville, Sonia, le ministre de la Justice est indigné de la procédure française contre le général congolais Norbert Dabira. Le gouvernement congolais a dénoncé ce lundi un acharnement inacceptable contre son pays après la mise en examen jeudi à Paris pour crime contre l'humanité de ce général congolais. Il s'agit de l'affaire des 353 Congolais disparus au Beach, le principal port de Brazzaville, en 1999. En 2005, la Cour criminelle de Brazzaville avait acquitté les accusés, dont ce général Dabira.
Et justice encore avec un nouveau rebondissement dans l'affaire Borrell. Ce juge français retrouvé mort dans un ravin à Djibouti, c'était le 19 octobre 1995. Un rebondissement qui inquiète la famille Borrell et notamment la veuve du magistrat français. Un témoin clé a été arrêté samedi à Sanaa au Yémen, semble-t-il à la demande des autorités djiboutiennes. Mohamed Saleh Alou-Mekani, ancien officier de la garde républicaine de Djibouti, avait mis directement en cause la présidence djiboutienne et avait été condamné par contumace à Djibouti pour dénonciation calomnieuse. L'avocat français de la famille Borrell, Olivier Maurice, nous a confié son inquiétude de voir ce témoin capital transféré vers Djibouti. Les autorités de Djibouti veulent absolument faire un forcing pour le récupérer afin d'obtenir son retour à Djibouti. Or, vous savez que son témoignage est très important et capital puisqu'il donne des éléments importants sur les circonstances dans lesquelles Bernard Borrell a été découvert et comment cette relation a été faite ensuite à la présidence de la République de Djibouti. C'est un témoin qui en tout cas a été entendu par la justice française. Son témoignage mérite incontestablement qu'on puisse le corroborer et le confronter. Et en tout cas, il est hors de question qu'il puisse être remis aux autorités djiboutiennes parce qu'à ce moment-là, il est à craindre qu'on ne le revoie jamais et que ce témoignage ne puisse être confronté dans la justice française. Le journal de l'Afrique évoquait vendredi les inondations dans la région de Khartoum au Soudan. Quelques images permettent de constater les dégâts. Et on voit ici une vue aérienne d'une région frontalière de l'Éthiopie au Soudan du Sud. Les champs de maïs sont sous les eaux en cette saison des pluies. Ces familles ont fui leur village inondé. L'Organisation mondiale de la santé estime que 300 000 personnes sont affectées. Beaucoup sont en manque de nourriture, de médicaments et se retrouvent sans logement. Les inondations ont coûté la vie à 50 personnes depuis le début du mois. Au Maroc, les associations antiracistes alertent sur les attaques qui visent les migrants subsahariens, des attaques qui sont en recrudescence. Les faits parlent d'eux-mêmes. Le 12 août dernier, un jeune Sénégalais a été poignardé à mort à Rabat. 15 jours plus tôt, un enseignant congolais en situation régulière a été embarqué par erreur par la police. Devant ces protestations, les policiers l'ont jeté de la camionnette sur la route. Il est mort quelques jours plus tard de ses blessures. Des femmes africaines se font violer. Des hommes disent être la cible d'attaques haineuses. Et les plaintes n'aboutissent jamais. Qui sont ces migrants? Comment vivent-ils au Maroc? Ils seraient entre 15 et 20 000, la plupart en situation irrégulière, car il est très difficile d'obtenir des papiers. Ils viennent d'Afrique noire, au péril de leur vie, dans l'espoir de traverser la mer pour se rendre en Europe. Sophie Claudet et Jean-Marie Lemaire se sont rendus à Takadoum, un quartier pauvre de Rabat, où vivent de nombreux migrants, pour recueillir leurs témoignages. C'est derrière ces grilles, à la gare routière de Rabat, qu'a été assassiné un jeune migrant sénégalais le 12 août dernier. Il vivait dans ce quartier populaire, à l'est de la capitale. Ici, comme dans d'autres villes marocaines, les migrants venus d'Afrique noire sont victimes de violences quotidiennes. Je suis sorti pour aller faire une course et j'ai vu 3 hommes, 3 Marocains. Ils m'ont attaqué avec un couteau. Ils ont pris mon téléphone et de l'argent. Kingsley s'estime chanceux de n'avoir reçu que de légers coups de couteau, mais il dénonce un racisme omniprésent. On est confronté à beaucoup de racisme au Maroc. Les gens ne nous aiment pas, nous les Noirs. Beaucoup de choses nous sont interdites. Tu ne peux pas t'asseoir à côté d'une femme, tu n'as pas le droit de lui parler. Quand tu es noir, tu ne peux pas travailler, même si tu as les qualifications, même si tu es capable de faire un boulot. Au Maroc, tu n'as pas de travail quand tu es un homme noir. Un sentiment de discrimination partagé par les autres migrants. Ils nous appellent des singes, alors que nous sommes des mêmes pieds d'égalité. Nous avons le même sang rouge qui coule entre nous. Et quand nous marchons, même les femmes, elles crachent. Pour les associations antiracistes, la politique discriminatoire du gouvernement marocain envers les immigrés africains donnerait une certaine impunité à la population. Quand on est dans un pays avec un gouvernement qui joue comme ça en ciblant énormément les populations noires, subsahariennes, en situation irrégulière et avec même le vocabulaire qui va être utilisé. Les migrants sont tout le temps assimilés à la prostitution, au sida, au réseau de trafic de drogue, de traite humaine. Donc je pense que ça, c'est le plus important, c'est le racisme institutionnel qui joue après énormément sur la population locale. Devant la multiplication des attaques et crimes racistes,
Certains migrants pensent même aujourd'hui à rentrer chez eux, malgré la honte de leur échec et la misère qui les attend. C'est tout pour ce journal de l'Afrique. Merci beaucoup Sonia. En ce qui me concerne, je vous retrouve à 22h46 demain. Vous restez avec nous dans Paris Direct. Dans un instant, nous reviendrons bien évidemment sur la Syrie, les États-Unis, pour qui cela ne fait aucun doute. Il y a eu utilisation d'armes chimiques dans la banlieue sud de Damas, tandis que Moscou réclame toujours des preuves. On en parle dans un instant à 23h.